et de notaire. Mais c'est un texte, malgré tout, qui présente différentes vertus et qui traite différents sujets. On a parlé lors de la première conférence des questions de preuve, ensuite questions de vie privée. La conférence d'aujourd'hui va traiter des questions d'identité, car effectivement, il y avait certaines dispositions qui traitaient des enjeux d'identité. La prochaine sera le 14 avril, je pense, avec une collègue archiviste et un collègue praticien sur la gestion documentaire. Et la dernière, ce sera justement Pierre-Luc et moi-même qui auront le plaisir de l'organiser, mais de la donner aussi, plus généralement, dans une volonté de synthèse sur les questions aussi de gouvernance associées à ce texte. Alors, revenons sur la conférence d'aujourd'hui où très naturellement, en fait, les deux conférenciers nous sont venus facilement. D'une part, parce qu'on voulait une version diverse, pas uniquement québécoise, pas uniquement aussi auprès d'académiques, mais aussi également près de praticiens. Et donc, je vais très rapidement, parce que le temps file, je vais vous présenter les deux intervenants. Je vais commencer. En fait, j'aurais peut-être dû ladies first. J'avais mis pardon en premier, Reza, même si vous verrez dans l'ordre de présentation, ce sera Reza qui va parler en premier. Alors, en premier lieu, Maître Parnasse Stephenson, qui est avocate chez Gowlings à Toronto. Je ne veux surtout pas répéter la biographie qui est sur le site de la chaire, notamment parce que la biographie qui a été retrouvée sur Internet, je pense que vous l'avez dit qu'il l'avait pris, est assez plate, en fait. On dit combien elle est bonne, mais ce qui est vrai, hein, qu'elle a des gros clients, qu'elle travaille en matière de contrat, d'acquisition, de entreprise, etc. Mais, donc, je ne vous lirai pas, mais par contre, je me suis amusé, ainsi omnique que je suis, à googler vos deux noms. Et dans le cas de Parna, elle a fait la couverture quand même du Canadian Lawyers il y a quelques années, justement sur sa vision, une approche très globale du droit, et notamment par rapport aux enjeux technologiques. Quelque chose que j'ai découvert aussi, enfin je le savais, mais que j'ai bien aimé, en fait, a été cofondatrice du Yara Leadership Society, donc, qui sont un regroupement de femmes canado-iraniennes bien connues dans le domaine des affaires, beaucoup associées à des noms très à la mode comme blockchain, fintech, open banking, etc., mais aussi, ce que j'aime bien aussi, avec des termes assez plus anciens comme commerce électronique, comme consommation en ligne, comme l'impartition, l'outsourcing, qui sont évidemment très associés au numérique et qui ont des enjeux très importants. Je vois aussi plusieurs conférences dans le monde, je dirais, des affaires, dans le monde académique aussi, comme des activités house good. Mais la vraie raison, en fait, pour laquelle je voulais demander à Parna de venir, c'est que j'ai le plaisir, en fait, de la côtoyer depuis plusieurs années parce qu'on est tous les deux des conseillers pour un groupe de discussion, un working group, non, c'est pas un groupe de discussion, c'est un groupe de travail, pardon, qui est géré par le ministère de la Justice du Canada, qui est une délégation canadienne, donc auprès de la CLUTSI, qui, depuis les années 80, travaille sur des textes donc à portée juridique liés au commerce électronique et on se rencontre la semaine prochaine en ligne. Cette année, il n'y a pas de décalage, mais on s'est rencontrés à Vienne à 3 heures du matin avec le décalage horaire souvent. Mais c'est un vrai plaisir de côtoyer avec son approche, encore une fois, très axée sur les milieux de pratique et sur le monde de l'innovation avec une perspective common law. Donc, merci beaucoup, Parna, de t'être déplacé, de partager ton point de vue aujourd'hui. Deuxième intervenant, le professeur Reza. J'ai marqué Reza, mais quel imbécile je suis, j'ai oublié de marquer mon autre nom, je suis vraiment désolé. Qui est, là encore, je vous inviterai à aller voir sa présentation. Donc, il est prof adjoint à l'Université Laval. Il enseigne notamment les cours d'obligation 1, 2, 3. Et je trouvais que c'était très important. Là encore, le nom de Reza était naturellement arrivé quand on a parlé de ça avec Pierre-Luc, parce que je pense que c'est très important que les généralistes aussi,
plupart, s'intéressent sur ces questions de numérique. Alors, là encore, une vision un peu décalée, si vous permettez, au-delà du cours Laïus que vous avez pu voir sur le site web. Alors, le premier, peut-être c'est par jalousie, mais c'est quand même considéré comme 10 meilleurs profs du Québec au regard d'un article de Droit Inc. Donc, je me permets de douter de la méthodologie parce qu'en fait, c'est simplement les ratings, les notations sur le site Rate My Teacher, Rate My Professor, mais c'est quand même dans les 10 meilleurs. C'est sûr que ça compte quand même pour quelque chose. Son sujet de thèse, si je ne peux pas le situer parce que je ne l'ai pas lu et ça me donne très envie de lire, c'est le rôle de l'économie dans le droit des contrats. Je pense qu'il a été fait à l'Université de Grenoble en France. La raison réelle, encore une fois, avec cette discussion que nous avons avec Pierre-Luc, c'est que moi, j'ai particulièrement aimé l'un de ses textes sur les contrats intelligents et notamment son rôle et sa capacité de confiance dans les relations contractuelles, réalité ou rêve, avec un point d'interrogation d'ailleurs que je vois également, moi qui me parle particulièrement dans une conférence que je vous invite à lire aussi, qu'on retrouve sur YouTube, sur le même sujet qui a été fait très récemment, en décembre 2021. Et je voulais aussi que Reza intervienne parce que depuis plusieurs années, donc, il s'intéresse beaucoup aux questions de blockchain, notamment au fait qu'à l'Université Laval, il y a une chaire du notariat qui est justement dédiée, qui est présidée par Charles Bouchard, qu'on a déjà invité aussi, et qui font un travail, je pense, déterminant sur ces enjeux liés au numérique. Alors voilà, l'ordre de présentation sera justement Reza en premier et Parna en deuxième. C'est à peu près, on leur a demandé à peu près une trentaine de minutes, ce qui devrait nous laisser une vingtaine de minutes par la suite pour les questions avec la salle, 105 personnes à date en ligne et la salle ici, notre petite dizaine que nous sommes. Donc pour la salle, et je pense que c'est ça que nous avons connu, Pierre-Luc, je te laisserai, je pourrais te supporter là, mais si jamais il y a un problème de technique, mais ce sera toi qui géreras justement les questions pour le période de questions. Alors voilà, merci beaucoup. En termes de formation continue, là, je finis par je pense un code vous sera donné dans les dernières minutes, là, justement, pour que l'heure et demie de RCO puisse être par la suite communiquée. Bonjour tout le monde, bonjour et merci d'être présent en si grand nombre pour cette conférence-là. Je tiens d'abord à remercier le professeur Vincent Gautret, mon collègue à Laval, le professeur Pierre-Luc Désiel, d'avoir la gentillesse de m'inviter pour partager quelques réflexions avec vous sur le thème de l'identité et le droit des contrats. C'est comme ça que je l'ai compris, cette conférence. En effet, lors des échanges courriels assez brefs qu'on a eus, il y a eu quelques mots-clés qui m'ont été suggérés pour choisir le sujet. C'était identité numérique. Je vais essayer de... OK. Il y avait identité numérique, il y avait contrat intelligent, signature et la loi concernant le cadre juridique de technologie de l'information, LCCJTI. Je ne sais pas lequel est plus long à prononcer, l'acronyme ou la loi, mais je dirais la loi, ça va être plus simple de parler de cette loi-là. J'ai toujours de problème avec ce nom. Bon, j'ai réfléchi à ces mots-clés et je me suis dit que ma mission, c'est de trouver un fil directeur pour lier, connecter tous ces mots-clés-là. Et après la réflexion, c'est la question qui m'est venue à l'idée, c'est la suivante. Et vous allez remarquer que c'est une question générale. En droit des contrats, ai-je besoin de connaître l'identité de mon co-contractant? Bon. Certains d'entre vous ont déjà été à Paris, sont déjà allés visiter la Tour Eiffel et probablement vous avez remarqué un nombre très important de vendeurs ambulants qui ont des stratégies de marketing assez redoutables. Donc, qu'est-ce qu'ils essaient de vendre? Des bracelets, des petits statues de Tour Eiffel. Et ça se pourrait que vous y trouvez. Et là, sous le charme de la Tour Eiffel, sous la pression de votre enfant, vous allez finalement décider d'acheter une petite statue de la Tour Eiffel. Bon, vous allez payer 10 €. C'est un chiffre que je sors comme ça. Je ne sais pas, faites votre recherche pour trouver le juste prix, mais disons que vous allez payer 10 €, vous allez reprendre la statue.
C'est un contrat de vente qui est conclu, n'est-ce pas? Et c'est un contrat qui a été conclu, mais personne ne vous a demandé de vous identifier. Donc, vous ne connaissez pas le nom du vendeur. Le vendeur ne connaît pas votre nom. Mais 10 minutes, probablement 10 minutes après cette rencontre, après la conclusion du contrat, vous n'êtes même pas capable de décrire les apparences physiques de votre vendeur. Donc, il y a une méconnaissance de l'identité qui est en jeu. Donc là, ma question est la suivante. Est-ce que cette méconnaissance-là va avoir un impact sur le droit des contrats? Donc, je vais diviser ma présentation en 3 parties. Identité et la validité du contrat. Est-ce que la méconnaissance de l'identité du contractant peut avoir un impact sur la validité du contrat? Deuxième partie, est-ce que la méconnaissance de l'identité du contractant va avoir un impact sur la preuve du contrat? Et finalement, et en dernier lieu, c'est là où je vais parler finalement de la nouvelle technologie, c'est de dire que est-ce que cette méconnaissance-là va avoir un problème au niveau des contrats intelligents? Donc, je vais essayer d'apporter une réponse adaptée à notre contrat intelligent. Donc, pour commencer, on va commencer avec la première question, c'est-à-dire la première question qui vise la validité du contrat. Il faut faire une distinction entre 2 régimes, droit commun et droit de la consommation. Donc, on va essayer d'abord commencer par le droit commun. Je n'ai pas l'intention de donner un cours de droit des obligations première année, le régime, les conditions de validité du contrat, mais je suis pas mal obligé de parler de ça. 1385 du Code civil nous donne 4 conditions pour la validité du contrat. On parle de la capacité de consentement de l'objet et la cause. Donc, les 2 dernières, objet et cause, c'est pas mal, ça concerne plutôt la matérialité du contrat, alors que les 2 premières, ça parle de la personne du contractant. Donc, regardons ça de plus près pour voir est-ce qu'on peut aller trouver quelque chose en lien avec l'identité. Commençons avec la capacité. La première condition, ça porte sur la capacité du contractant. Donc, ça vise à assurer que notre contractant a la capacité juridique pour conclure un contrat validant. Effectivement, il y a un élément d'identité de la personne qui est impliqué, c'est l'âge. Mais sauf qu'on a une présomption légale qui joue en faveur de la validité, qui dit que toute personne au-dessus de 18 ans qui conclut un contrat a la capacité juridique pour conclure un contrat. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de connaître l'ensemble des éléments constitutifs de l'identité de la personne. Avoir une connaissance approximative de l'âge de la personne, ça suffirait. Vous avez remarqué probablement des petits jeunes avec des traits de visage très babyface qui vont aller acheter des cigarettes à la caisse. Et là, on leur demande de présenter leur carte. Mais si moi, je vais aller acheter des cigarettes, il n'y a personne qui va me demander la carte d'identité. Donc, oui, il y a un petit élément d'identité qui est important, mais ce n'est pas si déterminant que ça. Il faut juste avoir une certitude approximative. Quelle est la deuxième condition? La deuxième condition, c'est le consentement. Pour vérifier cette condition-là, on se questionne notamment sur l'intégrité du consentement. Et là, encore, force est de constater que la connaissance de l'identité du contractant n'est pas un facteur pertinent dans l'analyse. Ce sont plutôt les éléments circonstanciels qui vont nous permettre, est-ce que la personne s'est trompée ou pas, est-ce qu'il était victime d'un cas de dol, est-ce qu'il y avait un cas de lésion. Donc, l'identité de la personne, son nom, son âge et tout ça, ça n'a pas un impact direct. Bref, l'identité du contractant n'a presque aucune importance sur la validité du contrat, mais là, vous pouvez me demander pourquoi dit-on presque. Je dirais que peut-être parce qu'on peut penser à des contrats intuitifs personnels, c'est-à-dire des contrats dont l'identité de la personne contractant est la considération principale de l'autre contractant pour conclure le contrat. Donc, dans ce cas-là, la connaissance de l'identité, ça devient un élément important pour la validité du contrat. Et donc, une erreur, par exemple, sur l'identité, ça peut donner lieu à la nullité du contrat. Mais l'histoire est quelque peu différente en droit de la consommation. Pourquoi? Parce que la loi sur la protection des consommateurs encadre de façon très spécifique les contrats de consommation conclus à distance.
C'est dans la foulée de l'affaire Dell Computer, il y a eu une réforme législative qui a été introduite par le législateur. On a toute une section qui porte sur les contrats conclus à distance, même si la loi ne parle pas de commerce électronique, on comprend bien que l'objectif principal du législateur, c'était d'aménager le commerce électronique. On va lire cette loi-là. Donc, on comprend que si un commerçant souhaite faire du commerce en ligne, il doit respecter un certain nombre d'exigences formelles, et ce, aussi bien avant la conclusion du contrat qu'au moment de la conclusion du contrat. C'est-à-dire l'étape pré-contractuelle que contractuelle. En ce qui concerne l'étape pré-contractuelle, c'est l'article 54.4 qui nous dit que le commerçant doit divulguer au consommateur avant la conclusion du contrat un certain nombre de renseignements, dont notamment son nom, son adresse et ses coordonnées de contact. Donc, il faut que ces informations-là soient divulguées au consommateur, entre autres avec d'autres informations. Un peu plus tard, au moment de la conclusion du contrat, 54.6 nous dit que le contrat pour être valide doit être écrit. Donc, on doit le constater par écrit. Il y a déjà une formalité, mais en plus, on nous demande de répéter les mêmes informations qu'on avait déjà données avant la conclusion du contrat, en plus de nouvelles informations qui est l'identité du consommateur. Donc, c'est à deux endroits qu'on demande l'identification et finalement, avec le cumul des deux, donc on doit connaître l'identité des deux autres personnes. Et si un contrat de consommation conclu à distance est conclu sans qu'on respecte ces exigences formelles concernant l'identification, il va y avoir une sanction. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur la sanction, mais c'est drôle sans la sanction. La sanction choisie par le législateur, c'est la résolution, la résiliation du contrat. Normalement, on est sur le terrain de la validité du contrat, de la formation du contrat. Normalement, la sanction aurait dû être la nullité, mais le législateur choisit la résolution. Pourquoi? Je soupçonne qu'on voulait faciliter la chose pour le consommateur, qui peut aller résoudre son contrat sans aller devant la justice, sans obtenir un jugement sur la nullité et aussi pouvoir profiter de la rétrofacturation. C'est un mécanisme très favorable au consommateur. Mais bref, en droit de la consommation, ce qu'on peut constater, c'est que la méconnaissance de l'identité du contractant, ça peut être fatal pour le sort du contrat. Donc, ça, c'était un peu tout ce que je pouvais dire pour l'identité du droit des contrats en droit pour la question de la validité du contrat. Donc là, je le fais toujours avec mes étudiants et je suis un peu gêné de le dire, mais je tiens beaucoup à cette distinction entre la validité et la preuve. Je veux pas qu'on mélange les deux notions-là. Un contrat peut être valide dans le monde abstrait, mais ne peut jamais être prouvé. Donc, deuxième partie de ma présentation, ça porterait sur la preuve de contrat. Et là, on va essayer de voir est-ce que l'identité, ça joue un rôle dans la preuve de contrat. Quand on parle de la preuve de contrat, on parle de deux choses. On parle de quoi? On parle de la preuve de la conclusion du contrat, c'est-à-dire l'existence du contrat et le contenu du contrat. Tout cela, ça donne lieu à la preuve du contrat. Moi, je ne m'intéresse pas au contenu du contrat ici parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je m'intéresse plutôt à la première composante de la preuve du contrat qui est la preuve de la conclusion du contrat. Le Code civil, dans le livre de la preuve, ça nous dit qu'en principe, un contrat se prouve par écrit, un acte juridique. Je sais qu'il y a des exceptions, mais quand on est dans le contexte de contrat conclu à distance dans le domaine numérique, on comprend bien que l'écrit est là. Donc, on ne peut pas aller vers d'autres moyens nécessairement. Donc, je vais me contenter à l'écrit. Donc, il faudrait un écrit pour pouvoir prouver le contrat. C'est l'écrit selon le Code civil du Québec qui remplit cette fonction par excellence, c'est l'acte sous seing privé. Comment cet acte sous seing privé est défini? Il est défini comme un écrit signé. Donc là encore, je mets de côté l'écrit, je parlais de la signature. Et la signature, c'est défini encore dans le Code civil à l'article 28-27. Et là, je vous fais l'économie de la lecture de l'article. Je vous dis simplement que cet article, ça parle de deux fonctions principales de la signature, qui est l'identification, c'est-à-dire, et le consentement. C'est-à-dire que la signature est finalement, c'est le marque, c'est l'indice qui va nous permettre
de dire qu'une personne a déjà manifesté son consentement, a manifesté sa volonté, a manifesté son consentement. Donc, si vous voulez, figurativement, moi, je vois la signature comme une corde. C'est dans ma tête, je le vois comme une corde qui va lier la volonté de la personne à l'acte. Donc, cette corde-là, ça doit être intègre. Il ne faut jamais qu'il y ait une sorte de rupture. Et c'est ça le rôle de la signature, qu'on peut toujours faire le lien entre l'acte et la volonté de la personne. On sait que les deux sont intangibles. Qu'en est-il maintenant de la signature électronique? Là, on s'approche un peu plus de domaine technologique, ce qui vous intéresse, j'imagine. C'est l'article 39 de la loi concernant le cadre juridique de technologie de l'information, qui par ailleurs était à l'origine de la nouvelle mouture de la définition de la signature dans le Code civil, qui nous donne la réponse. Et là encore, je vous fais économie de la lecture de l'article, mais je vous dis qu'il y a deux éléments à retenir dans cette définition. Le premier élément, c'est cette référence aux exigences fonctionnelles de la signature. Donc, on fait une référence à l'article 28-27, donc c'est-à-dire qu'une signature électronique doit toujours nous permettre de créer un lien entre la personne signataire et la signature. En plus, ça doit nous permettre d'indiquer le consentement. Et ensuite, on demande au deuxième alinéa de cet article-là des preuves, des garanties d'intégrité du document et de maintien de lien entre la signataire et la signature. Naturellement, dans un contexte technologique, il est moins fréquent qu'une personne puisse apposer sa signature personnelle de la même façon qu'il le fait sur papier. Et même si, par exemple, on prend un stylo numérique qu'on va signer à l'aide de ça, ça a l'air une imitation parfaite de ma signature, mais sauf que ce n'est qu'une façade. La réalité, ce sont les codes, les instructions informatiques qui sont là, qui peuvent faire en sorte que cette marque-là qu'on peut voir à l'écran va être enregistrée quelque part et qui va demeurer intacte et qui ne va jamais être modifiée, qu'on peut avoir des certitudes. Donc, cet élément de garantie d'intégrité et du document et du lien entre la personne et la signature est très important dans le domaine. J'ai oublié de faire avancer je suis désolé de ma présentation. Donc, c'est assez important. Mais comment ça a été reçu, cette signature électronique en doctrine dans la jurisprudence? Donc, naturellement, il y a eu des débats sur les deux fonctions-là et aussi la question de garantie. Donc, au début de l'émergence de la signature électronique, beaucoup de débats ont eu lieu sur la qualité, la validité. Je peux même penser à des excellents articles que le professeur Gautret a écrits sur la question de la qualité du consentement numérique. Donc, je ne vais pas vous faire revivre ces débats-là parce qu'actuellement, on a admis que un simple clic sur un bouton qui dit j'accepte, OK ou machin, donc ça peut indiquer le consentement de contractant. Quant au deuxième, là, j'ai perdu désolé, j'attendais. Quant à la deuxième fonction, le débat se porte plutôt sur la façon dont il est possible de lier la signature à la personne. Donc, on se questionne sur le caractère personnel ou habituel de la marque. Bref, l'idée, c'est le suivante. On a une personne qu'on prétend avoir signé ou ne pas avoir signé un document. On a une marque. Et là, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut lier ces personnes-là. Donc, l'identité de notre défendeur, il est connu. Donc, on le connaît. Il y a une marque qui est là ou pas. Et là, on va essayer de savoir est-ce que cette deuxième fonction de la signature est remplie. Les tribunaux n'adoptent pas vraiment une approche très homogène. Quand on fait une petite revue de la jurisprudence, on voit qu'il y a des décisions qui vont aller dans une approche plus libérale, large, où on admet, par exemple, le nombre dactylographiés en bas d'un courriel personnel comme étant une signature électronique. De l'autre côté, dans le contexte du testament, par exemple, c'est un contexte particulier, on comprend, mais il y a quelqu'un qui avait envoyé une modification de son testament à son notaire et en bas de son courrier, il avait écrit « Ceci est ma signature ». Le tribunal n'a pas accepté ça en disant « Non, non, en plus du fait qu'il n'y a pas de témoins pour les formalités de testament holographe, mais peu importe ces failles-là, sur la question de la signature électronique, le tribunal dit non, non, pour moi, ceci n'est pas assez personnel. Ou encore, dans le contexte syndical, il y avait même un procédé technologique pour aller
rechercher le consentement des personnes. Donc, le logiciel leur demandait, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez vous adhérer ou abandonner dans le domaine de l'adhésion à des associations syndicales. Le tribunal n'a pas accepté. Pourquoi n'a pas accepté? Parce qu'il disait que moi, je ne vois pas une marque personnelle. Dans la boîte où vous pouvez mettre quelque chose, même un point a été accepté par le logiciel comme étant une marque personnelle et habituelle. Donc, il y avait une approche un peu plus restrictive face à la reconnaissance de la signature électronique. Mais bref, malgré cette divergence jurisprudentielle, une chose est certaine, l'identité du signataire est connue. On souhaite simplement établir un lien entre la marque et lui. Nous verrons que dans le contexte de contrat intelligent, c'est un tout autre débat qui va s'offrir à nous. Donc, on n'est pas là dans le même débat. Donc là, parlant d'où je vais parler de contrat intelligent, c'est ma troisième partie d'intervention. Le contrat intelligent. Je ne sais pas c'est quoi votre niveau de connaissance du contrat intelligent. Je m'excuse si ça va être redondant pour vous, mais j'ai trouvé ça quand même important de donner un petit aperçu de contrat intelligent. Donc, simplement dit, le contrat intelligent, c'est un morceau de code informatique intégré dans une chaîne de blocs ou dans un blockchain. Comme n'importe quel code informatique, ce programme contient une série d'instructions conçues selon une logique algorithmique. C'est-à-dire que si certaines conditions préétablies dans le code sont réunies, le programme effectuera une tâche, une prestation. Jusqu'ici, il n'y a rien de juridique. C'est n'importe quel programme informatique, ça peut répondre à cette définition. Mais sauf que les instructions du code informatique peuvent exprimer les termes d'un contrat juridique. Ainsi, la tâche qui sera exécutée, la prestation, ne serait pas d'autre chose qu'une prestation contractuelle, une obligation contractuelle qui va être exécutée. De plus, je viens de dire que c'est un code informatique qui est intégré dans un blockchain. Donc, cette intégration dans la blockchain, le fait qu'on va le placer dans un bloc et qu'on va le figer là-bas dans le bloc, ça lui donne deux caractéristiques. Le contrat intelligent devient auto-exécutoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que les conditions d'exécution sont réunies, il s'exécute tout seul, sans besoin, aucune intervention humaine. Ça veut dire que la personne qui a placé le contrat intelligent, il perd complètement le contrôle sur le contrat. Le contrat devient auto-exécutoire. De plus, le contrat devient immuable. C'est un peu c'est un peu le rêve des juristes quand ils parlaient du principe d'intangibilité où on conclut un contrat, on ne peut plus le toucher. Et ce rêve-là est d'une certaine façon a été matérialisé dans le contrat intelligent parce que le contrat devient immuable de sorte qu'il n'y a personne d'autre qui peut le toucher. On ne peut pas le modifier et on ne peut pas le faire cesser d'exécuter. Vous allez me dire qu'il y a d'autres façons de le faire, mais il faut le prévoir à l'avance, par exemple, que de la modification de contrat. Si on n'a rien prévu, on ne peut rien faire. Donc, voilà une brève description de contrat intelligent comme phénomène qui n'est plus très nouveau dans le domaine de la technologie. Ça fait longtemps qu'on l'a abordé. Mais là, on se demande, ce contrat intelligent, comment il est formé? Donc, comment dans un contrat intelligent entièrement codé, l'offre et l'acceptation se rencontrent? Bon, prenons le cas d'un blockchain qui s'appelle Ethereum comme modèle. Il s'agit d'un blockchain où il est possible matériellement utiliser un contrat intelligent. Ce n'est pas le cas de tous les blockchains, mais Ethereum, c'est celui qui le permet. Chaque utilisateur peut avoir deux clés. Il y a une clé publique. La clé publique, c'est l'identifiant de la personne. C'est son identité dans la chaîne de blocs. On le connaît avec cette série alphanumérique. Ça, c'est ma clé publique. Donc, si vous voulez m'envoyer des crypto-monnaies, ça serait avec cette adresse-là. Et, j'ouvre une parenthèse, c'est vraiment bizarre. Je n'ai aucune manière de ne pas accepter le fonds. Donc, les fonds arrivent, on ne me demande pas est-ce que vous voulez ou pas. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, chaque personne a un identifiant. Ensuite, chaque personne aussi a une clé privée. C'est quoi cette clé privée? C'est d'une certaine façon, c'est une sorte de mot de passe. C'est une sorte de code qui vous permet d'avoir la maîtrise de votre compte sur la blockchain. Comment ça se manifeste?
Ça peut être une suite alphanumérique ou ça peut être une combinaison de mots. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez presque jamais utiliser cette clé privée vous-même. C'est l'application qui va l'utiliser. Donc, vous allez continuer comme d'habitude avec un mot de passe que vous allez créer. Donc, la clé privée est là pour faire fonctionner la machine, mais ce n'est pas vous qui est obligé dans tous les instants d'utiliser cela. Mais revenons à ma question. Comment un contrat intelligent est formé? Un contrat normal, comment est formé? On fait une offre, on accepte l'offre. C'est la même chose dans un contrat intelligent aussi. Donc, quelqu'un qui est titulaire d'une clé publique et d'une clé privée va créer un contrat intelligent, donc va faire rédiger un code informatique par quelqu'un, un smart contract. Il utilise ces deux clés publiques et privées pour pouvoir prouver qu'il y a la maîtrise de compte et il va le placer dans un bloc, mais il va créer un compte client, un compte contrat, pardon. Il va créer un compte contrat et ce compte contrat, c'est un compte qui va avoir sa clé publique, qui va avoir son propre identité, mais sauf que c'est un compte qui n'a plus de clé privée. Donc, ça veut dire que c'est un compte qui agit tout seul, qui agit de façon autonome. Donc, la personne qui va le placer, dès qu'il le place dans un bloc, elle perd automatiquement le contrôle là-dessus. Et après, ce compte client qui est en clé publique va être figé dans ce bloc-là. Comment il va être figé? C'est avec le mécanisme de consensus que vous allez probablement connaître. Donc, c'est la première partie de la conclusion du contrat, c'est cette offre-là. Moi, je pense que ce geste constitue véritablement une offre de contracté. Pourquoi? Parce que le contrat intelligent peut comprendre les éléments essentiels du contrat. Et là, je parle d'un contrat qui est entièrement codé. Donc, ce contrat, ça répond à la définition de l'offre parce que ça comprend les éléments essentiels du contrat. En plus, le geste, ça indique clairement la volonté de l'offrant d'être lié en cas d'acceptation. On le voit bien parce qu'il perd le contrôle. C'est un geste irrévocable, c'est un geste irréversible. Il le met là, en cas d'acceptation, le contrat va s'exécuter. Donc, l'offre de contracté, c'est de cette façon que ça va fonctionner. Il faudrait une acceptation également pour le contrat intelligent. L'acceptation, on peut penser à notre utilisateur qui a toujours les mêmes clés, clés publiques, clés privées, qui va, par exemple, envoyer quelques éthers au contrat à l'adresse du contrat intelligent, c'est-à-dire à cette clé publique-là. La réception de crypto-monnaie, ça fait fonctionner le contrat s'exécute et voilà, le contrat est conclu et exécuté en même temps. Est-ce que ces deux messieurs-là, ou deux madames, je ne sais pas pourquoi je choisis un monsieur, est-ce que ces deux messieurs-là se connaissent? J'en sais rien. La chose certaine, c'est qu'ils connaissent leur clé publique. Donc, le seul élément d'identité qui est connu des deux contractants, c'est ce pseudonyme qui est la clé publique. Est-ce que ceci est fatal? Droit commun? Non. On a un contrat valide qui est conclu entre deux personnes qui ne se connaissent pas nécessairement, mais qui ont exprimé un consentement. En droit de la consommation, j'ai une forte croyance que ce contrat-là n'est pas valide, qui est susceptible d'être résolu ou résilié. Après, bon, mon cher consommateur a un problème parce qu'il faut aller devant la justice, il faut identifier, il faut demander la nullité ou la résolution par la justice parce que le mécanisme de rétrofacturage, malheureusement, ne fonctionne pas. Ça fonctionne uniquement avec les cartes de crédit et non pas avec les Ethers ou les crypto-monnaies. Donc, le verdict sur la validité du contrat, la question de méconnaissance de l'identité et la validité du contrat dans le contexte de contrat intelligent, c'est celui-ci. Regardons maintenant du côté de la preuve. Est-ce que on peut dire qu'un contrat, on peut prouver un contrat intelligent? Est-ce qu'on peut dire qu'un contrat intelligent a été conclu? Là, on retrouve encore le même schéma. Mais je veux juste voir cette fois-ci du côté de l'acceptation, parce que je pense que c'est le mécanisme, c'est pareil.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a encore notre utilisateur avec les deux clés qui va envoyer des Ethers, mais là, je vais vous donner un peu plus de précision sur comment ça marche dans la pratique. Dans la pratique, il y a très peu de gens, je pense, qui vont avoir un accès direct à la blockchain. Donc, les gens, ils utilisent des applications de wallet et tout ça. Donc, comment ça fonctionne? Moi, juste pour les fins de cette conférence-là, j'ai décidé d'aller essayer d'acheter un NFT. Les NFT sont quoi? C'est une image où on peut avoir une fraction de cette image en ligne en payant un prix. Et là, vous voyez que, par exemple, j'avais une image d'un break, je pense que c'est le mécanisme je ne sais pas si j'ai oublié le nom en français, mais c'est complètement bidon. C'est une image quelconque qu'on voulait me vendre à un prix de $2. $2,60. Je dis, OK, ce prix, c'est pas très cher, je vais l'acheter, mais sauf que finalement, je ne l'ai pas acheté parce que je devais payer $60, quelque chose comme ça, frais de transaction. Donc, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais sauf que c'est intéressant parce que quand vous allez sur une sorte de marketplace, une sorte de plateforme sur laquelle les gens ils peuvent offrir un contrat et accepter. Et quand vous allez sur le marketplace, vous allez lier ou connecter votre wallet qui est votre portefeuille de crypto-monnaie à cette plateforme-là. Et vous allez voir très rapidement qu'on peut retrouver les 3 éléments essentiels de l'article 39 de la loi ici. On a le consentement. Le consentement, c'est avec des boutons comme Buy Now ou je ne sais pas, j'accepte, ou vous allez cocher pour accepter les terms of service de la plateforme et tout ça. Donc, le consentement est là, on le cherche explicitement. La marque personnelle, c'est les 2 clés publiques et privées, c'est la combinaison des 2 clés publiques et privées qui nous permet d'avoir notre marque personnelle, parce que c'est moi uniquement qui peux utiliser cette clé publique, parce que c'est moi qui maîtrise la clé privée. Et l'intégrité du processus, moi, je pense que c'est avec encore les 2 clés et la fonction de hachage dans le bloc et qui est, au moins, les informations nous affirment qu'on a des très bons standards de preuve de l'intégrité du document. C'est-à-dire que ce document qui a été signé, qui a été envoyé, ou l'Ether qui a été envoyé, ou le contrat intelligent qui a été envoyé, ça demeure intègre, il n'y aura pas de problème d'intégrité. Donc, conclusion. Est-ce que la preuve de contrat intelligent est possible en méconnaissant l'identité de l'autre? Moi, je pense que oui. On peut prouver le contrat. Il n'y a pas de problème au niveau de la preuve de contrat, mais sauf que il reste un petit problème procédural. C'est dans la vraie vie. Lorsque vous avez un problème, un litige, vous voulez assigner quelqu'un en justice, vous devez connaître son nom, vous devez connaître son identité légale, vous devez aller lui envoyer un acte de procédure. Le problème, c'est que oui, je peux prouver que j'ai acheté un NFT, je suis un copropriétaire d'un NFT parce que j'ai un titre de propriété, je peux prouver mon contrat, mais si jamais j'ai un problème avec mon vendeur, j'ai un problème d'identification de contractant, d'où l'intérêt de la présentation de ma collègue Parna, où je pense que j'ai fait une sorte de mise en contexte pour montrer c'est quoi l'intérêt d'avoir un système de réglementation de l'identité numérique pour pouvoir sortir un peu de ce zone de nos droits que je trouve à cause de l'anonymat ou pseudonymat est créé. Donc, je vous remercie. Voici, c'était ma présentation pour aujourd'hui. Bonjour. Merci beaucoup, professeur Gautret, pour l'invitation et professeur Moradieja pour une présentation très intéressante. Alors, de mon côté, je vais vous donner un aperçu d'où nous en sommes avec l'identité numérique, qu'est-ce que c'est, où nous en sommes. La présentation va être bilingue dans le sens où le matériel écrit est en anglais, mais je vais essayer de présenter ça en français. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par voir qu'est-ce que c'est que l'identité numérique, quel est le paysage canadien, que se passe-t-il au niveau international et aussi quelle est la voie à suivre. D'abord, commençons par qu'est-ce que c'est que l'identité numérique.
Alors, l'identité numérique est une représentation électronique d'une entité. Ça ne devrait pas être un individu, ça peut être une personne, une entreprise ou une chose même. Ça peut être un frigo, franchement, qui fournit un moyen sécurisé et protégé de la vie privée pour établir la confiance entre cette entité et un fournisseur de services que c'est conçu pour des scénarios, que ce soit en ligne ou hors ligne. Souvent, on pense que lorsqu'on parle d'identité numérique, ça doit être seulement en ligne, mais ce n'est pas le cas. Au niveau de sortes d'identité numérique qu'on peut avoir une identité centralisée où on a seulement une seule entité qui établit et gère les identités dans un système autonome. Un exemple de ça serait le registre des citoyens, ou ça peut être une identité fédérée, et ça serait un nombre limité d'entités avec des systèmes autonomes qui ont confiance les uns aux autres et qui partagent l'information. Alors, l'exemple de ça pourrait être le concierge de security. Je ne sais pas si vous avez utilisé ça par rapport aux impôts. C'est souvent les institutions financières qui ont confiance et qui partagent leur information. Ou ça peut être une identité décentralisée. On peut avoir de nombreuses entités qui délivrent des identités à l'utilisateur à contrôler. Et un exemple de ça serait l'autorité flamande de la Belgique qui ont fait ça. Alors, bien sûr, il y a toujours la perspective économique aussi. Par rapport à tout ça, il y a le côté juridique, mais il ne faut pas oublier le côté économique aussi, compte tenu du fait que je pratique. Alors, on prévoit que les dépenses des entreprises en matière de vérification d'identité numérique vont doubler d'ici 2026 et vont atteindre 16,7 milliards de dollars. Ce que vous pouvez imaginer n'est pas négligeable. Alors, jusqu'à date, nous avons vu tout ce que vous pouvez imaginer en termes de services. On a un logiciel par service, on a l'infrastructure en service, et maintenant, ce qu'on commence à voir, c'est la vérification d'identité comme service aussi. Et beaucoup d'entreprises technologiques en ce moment sont en train de se préparer pour des offres par rapport à ça. Alors, d'abord, lorsqu'on parle d'identité numérique, de quoi est-ce qu'on parle? Il peut y avoir un nom d'utilisateur, un mot de passe, ce que vous utilisez sur les réseaux sociaux. Ça peut être un numéro d'identité unique, par exemple votre adresse IP, ou l'adresse, un ID d'utilisateur. Ça peut être une identification électronique, par exemple un passeport électronique ou un permis de conduite numérique. Vous pouvez aussi avoir des documents de voyage dématérialisés, par exemple passeport, visa, carte d'embarquement et tout ça que vous avez vu. Et peut-être que vous avez suivi aussi une initiative par rapport à ça du Forum économique mondial. Et il y a aussi des titres vérifiables, par exemple diplôme, certificat norme de W3C aussi. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir qu'est-ce qui se passe au niveau canadien. Alors, au Canada, on a différents ministères et services et programmes en ligne pour le gouvernement du Canada, mais ils établissent tous l'identité différemment. Les personnes doivent prouver leur identité à chaque ministère et organisme séparément afin d'accéder aux services. Et dans certains cas, il faut attendre quelques jours ouvrables afin de vérifier l'identité grâce à un code PIN qu'on vous envoie. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez vous créer le compte nécessaire. Alors, personnellement, j'ai eu une expérience personnelle au début de la pandémie. Je devais échanger un document avec le gouvernement et à cause de ça, j'avais besoin d'un compte. J'ai attendu au téléphone pendant 8 heures et au bout de 8 heures, j'ai pu parler avec quelqu'un et je pensais qu'à ce moment-là, on allait m'ouvrir mon compte, on allait me donner un code parce qu'ils m'ont donné beaucoup de questions personnelles dont à part moi, personne n'aurait pu y répondre. Je pensais que c'était fini. Mais ils ont dit non, vous allez le recevoir par la poste, un code PIN, un papier que vous pourrez utiliser et comme ça, vous pourrez avoir votre compte. Donc, ça a pris 5 jours de plus pour pouvoir faire ça. Et n'oublions pas que ça, c'était juste pour un programme, un service d'un ministère du gouvernement fédéral. Si j'avais besoin de faire la même chose avec un autre programme ou service ou ministère, j'aurais dû recommencer tout ça. Alors, comme vous pouvez imaginer, il n'y a pas d'émetteur central, ça ne marche pas très bien et il n'y a pas d'authentification unique.
Qu'est-ce qui se passe au niveau des provinces? Alors, au niveau des provinces, la Colombie-Britannique a le BC Services Card qui existe depuis très longtemps maintenant. C'était la première province à en avoir. On a aussi maintenant My Alberta Digital ID. Et au Québec, vous connaissez probablement très bien que le ministère de la cybersécurité et du numérique a été créé et est responsable de pouvoir vous offrir le service d'identité numérique aussi, que nous allons voir un peu plus de détails. Et l'Ontario a annoncé qu'en 2022, nous allons aussi avoir l'identité numérique. C'était supposé de venir pour 2021, mais avec tous les problèmes qu'il y a eu avec la preuve de vaccination, ça a duré un peu plus longtemps. Alors, par rapport au Québec, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ils sont en ce moment à la phase bêta. C'est le programme Service québécois d'identité numérique qui a été mis en place. Et l'idée, c'est d'avoir une fondation innovante pour pouvoir créer l'identité numérique de confiance et aussi simplifier l'utilisation des services gouvernementaux comme l'exemple que je vous ai donné au niveau fédéral, pouvoir le faire au niveau provincial aussi. La première livraison est prévue à l'hiver 2022-2023. Donc, on va voir si ça va être comme prévu, parce que souvent, ça prend plus longtemps qu'on imagine. Alors, ce qu'il compte faire, c'est avoir une identité numérique tout en respectant, bien sûr, la protection des renseignements personnels, en intégrant tout ce qu'il y a par rapport aux démarches d'évaluation de facteurs relatifs à la vie privée. Ils vont s'assurer que lorsqu'on divulgue de l'information qui est transmise, que ça soit au minimum nécessaire et que la protection soit de sorte à pouvoir augmenter la protection plutôt et aussi diminuer les risques d'usurpation d'identité. Alors, une fois que ça sera sur place, vous devez avoir accès aux prestations électroniques de services, autant pour les citoyens que pour les entreprises. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous aurez aussi une manière sécuritaire vraiment de pouvoir interagir avec le gouvernement après, une fois que vous aurez ça sur place. Et ce que je trouve ça intéressant, ils ont dit que ça sera accessible via un portefeuille numérique disponible sur un téléphone intelligent. Et ça, c'est intéressant parce que ça me paraît un peu limiter le moyen. Bien sûr, il faudrait voir d'ici fin de l'année qu'est-ce qui se déroule par rapport à ça, mais le limiter juste par rapport à un téléphone intelligent, il y a aussi des questions d'équité par rapport à ça. Pas tout le monde a nécessairement accès. Et ça, c'est un grand problème. Une fois qu'on passe au numérique, pouvoir s'assurer qu'on a facturé le côté équité dans tout ça. Par rapport à l'Ontario, l'Ontario, comme j'ai dit, ça sera plus tard cette année, mais ceux qui nous ont dit, ils ont partagé un peu plus d'informations peut-être, ils ont dit que le système d'identité sera conforme à des directives nationales, par exemple du gouvernement fédéral, ainsi que les lois ontariennes par rapport aux données personnelles et aussi à l'accessibilité des lois par rapport à ça dont j'ai mentionné. Aussi des standards au niveau international, alors des normes aussi. Et l'idée est d'avoir un système qui soit flexible, parce que bien sûr, on ne peut pas juste faire ça par rapport à une technologie spécifique. Il faut pouvoir évoluer avec le temps. Il faut que ça soit interopérable et en ligne avec tout ce qui se passe aussi au niveau mondial, bien sûr des autres juridictions canadiennes aussi. Et c'est aussi important d'utiliser une technologie qui soit open source. Alors, elle doit être ouverte pour ne pas être liée après avec juste un fournisseur spécifique. Une autre chose aussi qui est importante, c'est qu'ils nous ont dit que on n'allait pas avoir un système central. Le système central crée beaucoup de peur pour ceux qui s'intéressent à la protection de la vie privée, parce que bien sûr, si jamais il y a un problème, un hacker ou quoi que ce soit, un problème de cybersécurité, tout d'un coup, vous avez énormément
d'informations qui ont été divulguées, donc ça ne sera pas le cas. Et aussi, par rapport à la protection de la vie privée, une chose que je trouve intéressante, dont j'ai mentionné aussi par rapport à la loi, pas la loi, mais au système québécoise, c'est minimiser l'information qui est partagée. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant. Souvent, par exemple, l'exemple de est-ce que vous avez la capacité, ou si on vous demande pour acheter de l'alcool ou quoi que ce soit, preuve de votre âge, ce que vous faites aujourd'hui, c'est vous sortez une carte d'identité. La personne à ce moment-là voit votre nom, votre âge, votre date de naissance, le jour de votre anniversaire, tout ça est partagé. Mais si vous avez un système qui minimise l'information partagée, lorsque vous montrez votre identité numérique, tout ce que la personne pourrait potentiellement voir, c'est est-ce que cette personne a 18 ans au Québec, 19 ans en Ontario. Boum, c'est tout. Et ils ne vont pas savoir votre anniversaire, ils ne vont pas savoir où vous habitez, ou quel est votre nom, et tout ça. Et tout ça, c'est très important par rapport à ça. Donc, il y a moyen de faire en sorte que vous avez plus de protection avec l'identité numérique que vous aurez sinon. Alors, le système canadien est un système fédéré. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'écosystème a plusieurs fournisseurs d'identité qui s'appuient sur des registres de sources faisant autorité, par exemple, le registre des états civils, le registre des entreprises, et ça peut être au niveau fédéral, provincial ou territorial. Et le gouvernement, par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'ils doivent travailler ensemble pour partager, pour accepter l'identité numérique les uns des autres. Et ça, c'est pas toujours facile ça paraît toujours facile lorsqu'on parle, il faut avoir de la collaboration, travailler ensemble, mais le faire au niveau pratique, c'est souvent beaucoup plus difficile qu'on le pense. Alors, quelle est la vision? Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Alors, la vision du gouvernement du Canada est de permettre d'avoir un écosystème d'identité numérique pouvant être utilisé par des ministères, des organismes, autant au niveau fédéral que provincial, territorial, des municipalités et même un jour peut-être avec d'autres pays et aussi bien sûr le secteur privé. Alors donc la coordination est véritablement nécessaire et sans leadership, on va avoir une approche cloisonnée et avoir beaucoup de risques de duplication, non-standardisation, perte de confiance. Il y a une longue liste des problèmes qu'on pourra avoir s'il n'y a pas de leadership par rapport à ça. Et aussi, ce qu'on nous faut, c'est une authentification unique sécurisée. Donc, lorsque moi, j'ai eu ma permission d'accéder au programme dont je vous ai expliqué, j'aurais dû aussi pouvoir avoir accès aux autres programmes du gouvernement fédéral, mais aussi aux autres programmes potentiellement j'habite en Ontario, de la province de l'Ontario, de la municipalité dans laquelle j'habite. Et tout ça, ça servirait véritablement à rendre l'identité numérique utile à tout le monde et remplacer énormément de procédures qu'on a aujourd'hui. Alors, en ce moment, ce qui se passe, c'est que le gouvernement du Canada a conclu des ententes avec la Colombie-Britannique et la province de l'Alberta aussi. Et ce que ça veut dire, c'est eux, parce qu'ils ont déjà l'identité numérique, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent accéder à travers le système fédéral, en utilisant leur identité numérique, accéder à ce qu'ils ont besoin au niveau provincial, dans leur province, et au niveau fédéral. Et probablement que le Québec et l'Ontario vont faire la même chose aussi en concluant des ententes. Et je sais que ce que je vous ai dit par rapport au Québec, ils ont annoncé que ça allait être interopérable. Donc, c'est probablement comme ça qu'ils comptent le faire. Mais en réalité, ce qu'ils devraient faire, c'est avoir une entente commune pour tout le pays, avec toutes les provinces, les territoires, un système centralisé. Et comme ça, on pourrait avoir aussi une plateforme avec une prévention au niveau des fraudes qui soit améliorée et une meilleure cybersécurité aussi. Sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre au niveau national et dont d'ailleurs les provinces sont en train d'en bénéficier aussi? C'est le Conseil d'identification et d'authentification numérique du Canada, au DIAC,
C'est un organisme qui a un but non lucratif et réunit des leaders autant du secteur privé que public. Et ce qu'eux, ils ont fait, c'est créer un cadre de confiance. Alors, c'est quoi un cadre de confiance? C'est un schéma formalisé de définition, principes, critères de conformité, d'approche d'évaluation, des spécifications convenues pour garantir la fiabilité du processus qui est en train de créer et aussi comment c'est gérer et utiliser les informations d'identité numérique. Alors, ils ont un cadre de confiance pour le Canada, point canadien. Et ça a été développé par le conseil d'IAC, autant que des représentants du secteur public. C'est des cadres en droit de la technologie du secteur public qui ont créé ça ensemble. Alors, ça a des rôles, des services et des exigences à convenir entre les organisations. Si on a l'application standardisée de ce cadre de confiance, ça garantit une protection cohérente par rapport à l'information personnelle de la vie privée dans toutes les juridictions. Et ça, c'est l'idée. C'est une fois que l'on a l'identité numérique dans chaque province, s'assurer qu'ils sont en train de respecter les normes de ce cadre de confiance. Et c'est destiné à être appliqué dans toutes les industries, ce n'est pas spécifique à une industrie spécifique. Et bien sûr, c'est toujours assujetti aux lois et règlements canadiens. Ce n'est pas une loi, c'est juste un cadre de confiance dont les organismes ou les gouvernements décident de respecter, dont pourquoi vous voyez aussi les ententes conclues entre les provinces et le fédéral aussi. Ça veut dire qu'une des choses que, bien sûr, dans l'entente, c'est qu'ils vont conformer à ce cadre de confiance. Alors, le cadre de confiance évalue la manière dont les identités numériques fiables sont créées, émises et acceptées entre les juridictions et aussi dans des secteurs différents du Canada, mais aussi à l'étranger potentiellement. Et ce qu'ils ont aussi créé, c'est Voilà Vérifié. Voilà Vérifié, c'est très intéressant. C'est le premier programme d'évaluation de la conformité pour vérifier les services et les réseaux d'après le cadre de confiance que j'ai mentionné. Et donc, ça permettra ainsi au Canada de participer aussi comme ça à l'économie numérique mondiale. Parce que si vous avez cette marque de confiance, vous savez que ça a déjà été assuré, qu'il y a déjà eu une audit par rapport à ça. Et ça, le lancement est prévu pour 2022. Encore une fois, c'était supposé être 2021 et maintenant c'est 2022. Sinon, nous avons aussi des normes, un standard au niveau national, CIO Strategy Council. C'est une tribune principale canadienne pour les dirigeants principaux de l'information, qui, soi-disant, les plus avant-gardistes du Canada, qui s'emploient collectivement à transformer, à façonner, à influencer l'écosystème canadien de l'information et de la technologie. Alors, ils apportent le leadership stratégique dans ce domaine et ils créent des normes. Et ça, c'est très important parce qu'ils ont créé 2 normes qui sont utiles pour nous ici. Il y a la confiance numérique et l'identité, la partie 1, c'est les fondamentaux. Et il y a aussi partie 2, mais ça, c'est plutôt prestation de services de santé, donc plutôt juste pour l'industrie de santé, des services de santé. Et c'est aussi sur base volontaire que vous pouvez utiliser ce standard. Alors, tout ce que j'ai mentionné jusqu'à date, je n'ai mentionné aucune loi et aucune réglementation. Alors, qu'est-ce qui s'applique en absence d'un cadre juridique? Nos lois existantes, bien sûr, non conçues pour l'identité numérique, mais qui continuent de s'appliquer. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est les lois sur la protection des consommateurs, la fraude, le vol d'identité, la vie privée, que ce soit délit ou droit des obligations, tout ça continue à s'appliquer. Mais en réalité, la plupart des relations sont également régies par les accords contractuels. Et c'est ça, par exemple, que moi, je pratique par rapport à ça.
Je vais aussi toucher sur quelques initiatives par rapport au niveau international que le Canada participe, dont Digital Nations. Digital Nations, le Canada est membre depuis 2018. C'est un forum collaboratif des principaux gouvernements numériques du monde qui vise à utiliser la technologie pour améliorer les services aux citoyens au Canada et dans le monde. Et ils ont récemment adopté la charte numérique. C'est un document qui est non contraignant, qui décrit les principes clés partagés. Donc ça, c'est quelque chose à suivre pour voir. C'est aussi une collaboration pour résoudre beaucoup de problèmes communs et ce serait intéressant de voir ce qu'on apprend par rapport à ça. Sinon, il y a aussi la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, ou la CNITI, dont le professeur Cautrey a mentionné. C'est un principal organe juridique du système des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international. La CNITI élabore des règles modernes et harmonisées sur les opérations commerciales au niveau international. Et ils ont des groupes de travail, dont un groupe de travail, c'est sur le commerce électronique, dont le professeur Cautrey et moi, nous sommes délégués pour le Canada. Et ça œuvre en ce moment sur le développement d'une loi modèle pour l'identité numérique. Encore, c'est une loi modèle, nous ne sommes pas obligés de l'adopter, mais nous pouvons certainement apprendre par rapport à ça, comme nous l'avons fait avec beaucoup d'autres lois. On peut l'adapter si on le veut ou choisir de ne pas l'adopter. Par rapport à la Commission européenne, en novembre dernier, le Canada a annoncé un partenariat avec la Commission européenne pour examiner l'utilisation des justificatifs d'identité numérique. Il y a eu une série d'ateliers pour échanger de l'information, examiner le paysage technologique et politique dans chaque pays, voir les points en commun et aussi les lacunes à combler. Et l'Europe et le Canada prévoient à collaborer à la recherche et à l'innovation sur des titres de compétences numériques en général. Ça, c'est très intéressant parce qu'avec le temps, probablement, ça va nous aider par rapport à la reconnaissance d'identité numérique dans chaque pays et l'Union européenne. Alors ça, c'est par rapport à ce que nous... c'est important pour nous, mais aussi c'est toujours important de voir qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde. Alors, l'Europe a l'EIDAS, c'est un règlement, c'est un ensemble de normes pour le marché unique européen. C'est le marché du secteur privé et services du secteur public. Donc, ils sont assez avancés avec ça et ça fait des années qu'ils ont ça. Il y a le Royaume-Uni qui a un système volontaire avec 4 millions d'utilisateurs, gov.uk Verify. Il y a l'Estonie, un pays qui est souvent en avance par rapport à tout le monde dans tout ce qui a à voir avec le monde numérique. Alors, ils ont un système qui est obligatoire. C'est un système centralisé administré par l'État. Et il y a une authentification unique. Ils ont une carte utilisée pour l'authentification électronique. L'Inde a le système probablement le plus grand au monde, mais c'est à cause de la population aussi. Ils ont un système centralisé qui est administré par l'État. Ils ont un numéro d'identification unique utilisant l'empreinte digitale. Et il y a environ 1,3 milliard de personnes qui utilisent ça. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes par rapport à ça. Il y a le côté équité, il y a eu énormément de fraude, mais ils ont aujourd'hui le système le plus grand au monde. Et les États-Unis, c'est aussi à base volontaire. C'est un peu comme certains programmes que nous avons au Canada. C'est pas très répandu. C'est login.gov et c'est seulement pour certains services et non pas pour tous les gouvernements et pays. Alors, quelles sont d'autres questions juridiques pertinentes? Bien sûr, droits et responsabilités des différents rôles du système d'identité. Détermination de la fiabilité, responsabilité des fournisseurs d'identité, reconnaissance légale des pièces d'identité, reconnaissance transfrontalière ou entre juridictions des justificatifs d'identité et bien sûr tout ce qui a à voir avec la vie privée aussi.
Alors, que peut être la voie à suivre? Oh, j'ai sauté. Alors, la voie à suivre, on pourrait potentiellement avoir une identité, une législation par rapport à l'identité numérique. Ça pourrait véritablement aider, surtout dans un pays encore avec tellement de différentes juridictions. Plus de coordination entre les secteurs publics et privés. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? Encore, il faut de la leadership par rapport à ça. Et ça, je fais beaucoup dans tout ce qui a à voir avec FinTech et du côté financier aussi. Je ne sais pas pour ceux qui suivent, il y a eu beaucoup de discussions avec Open Banking. La semaine dernière, ils ont annoncé qu'il va y avoir un Open Banking Lead pour le Canada qui va essayer de créer le système par rapport à ça. Et personnellement, je pense par rapport à l'identité numérique, c'est ce qu'il faut au Canada aussi. On a besoin d'un lead pour pouvoir avoir le leadership nécessaire et créer la coordination par rapport à tous les niveaux de gouvernement. Et c'est même pas juste au niveau provincial et fédéral, il faut municipal, il faut tout. Et aussi, bien sûr, le but, ça devrait être une authentification unique, et peut-être même plus de normes. Alors voilà, comme je dis, c'est un aperçu, c'est un survol, parce qu'il y a énormément à apprendre par rapport à ça. Merci. Merci.